Josserand est maître de conférences HDR en histoire médiévale à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Il a codirigé une dizaine d'ouvrages et écrit récemment Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, paru en 2019 aux éditions Les Belles Lettres. Vendredi 29 avril 2022, Philippe Josserand présentait à la librairie Ombre Blanche l'histoire, l'ordre, le chaos, une anthropologie de soi aux éditions des Paysages, lors d'un débat animé par Rémi Pêche. Bonsoir tout le monde. Alors, comme c'était annoncé dans les prospectus d'Ombre Blanche, je suis Rémi Pêche. J'interviens ici donc en tant qu'historien émérite, ça veut dire retraité, comme vous le savez, depuis longtemps déjà, de l'université Jean Jaurès. Mais c'est surtout en tant qu'ami que j'interviens pour vous présenter Philippe Josserand, qui est là, à côté de moi, et qui vient de commettre un livre singulier, je dirais, et très passionnant. Mais auparavant, il faut que je signale qu'il est professeur, maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'université de Nantes, et que c'est aujourd'hui un des quelques spécialistes des ordres militaires médiévaux. C'est un médiéviste éminent. Et il est aussi impliqué dans une entreprise d'origine éditoriale d'origine toulousaine, dont je vois mon ami Didier Foucault qui est au premier rang. Il faut que je bouffe le micro. Bon, pardon. Bon, alors, vous connaissez tous la collection cette année-là des éditions midi-pyrénéennes. Eh bien, cette collection est en train d'essaimer à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand. Et nous sommes ravis que cette éclosion de petits livres historiques tout à fait originaux éclose. Et un des artisans les plus convaincus et les plus actifs, c'est Philippe. Il a déjà parrainé un certain nombre de combien 7 ou 8 Non, on a 3 volumes à Nantes et on en a 6 en préparation. Oui, j'exagère. Au total, ça fait 9. J'exagère toujours un peu. Alors, les liens amicaux, je n'ai pas raconté notre vie. Philippe, nous nous connaissons maintenant depuis une quinzaine d'années, mais nous avons des points communs importants. Nous avons été élèves d'une grande école. Comme le disait le sous-directeur de cette grande école, n'oubliez pas, jeunes gens, que vous êtes ici à l'école normale primaire supérieure, disait-il avec l'accent de la Dordogne, du Périgord, qui était le sien. Et bon, aujourd'hui, cette école normale primaire supérieure a conquis ses lettres de noblesse, puisqu'un des collègues et des amis très fervents de Philippe, Patrick Boucheron, est, je dirais, un des grands historiens, animateurs de ces journées, de ces festivals qui se font autour de l'histoire et à venir, et qui se préparent ici même à Toulouse, et dont la librairie Ombre Blanche est un pilier. Bon, j'ai fait suffisamment de pub aux copains, on peut entrer dans le vif du sujet, mon cher Philippe. Alors, tes recherches, je l'ai déjà dit, portent essentiellement, mais pas que, sur les ordres militaires médiévaux, ce qui est peut-être de prime abord un peu austère, mais quand même, je crois qu'au Moyen-Âge, vous connaissez la parabole du moine Adalbéron qui parlait des 3 ordres, oratores, bellatores et laboratores, qui étaient la pietà et les paysans. Mais ceux qui prient et ceux qui combattent, là, ce seront les ordres. Et la reconquête, terme générique, qui est parfois brandi d'ailleurs à travers, récemment en France, et l'œuvre de ces ordres. Donc je crois que c'était un bagage très important que Philippe. Mais là, il s'est lancé dans une opération, je dirais, un peu singulière, un peu téméraire même, puisque il entreprend
avec cet essai qu'il a sous-titré Anthropologie de soi, qui est quand même un titre très ambitieux, il entreprend de reprendre, d'élargir, peut-être d'approfondir une démarche, une problématique qui avait été commencée il y a exactement 35 ans aujourd'hui, sous les auspices de Pierre Nora, qui est là, on peut le dire, un des papes de l'histoire en France, et avec les lieux de mémoire et avec diverses initiatives éditoriales et de recherche personnelle importantes. Et Pierre Nora avait aligné un certain nombre d'historiens réputés pour qu'ils regardent dans leur passé ce qui les avait motivés à la fois à devenir des historiens et analyser comment ils avaient vécu cette aventure du chercheur en histoire. Et je crois que Philippe, mais je ne veux pas anticiper sur le débat, puisqu'il va nous expliquer ça, est allé plus loin, parce que, et de façon plus précise. Et je dis qu'il a été hardi et téméraire, parce que c'est un historien, je dirais, qui est en pleine carrière, en pleine activité, et qui n'hésite pas à aller au charbon, comme on dit, avec ses étudiants, avec ses collègues. Et c'est donc un acte un peu militant qu'il a fait en essayant de rénover cette problématique de l'égo-histoire, hein, qui apparaît sous le sous-titre Anthropologie de soi, et qui n'est pas quand même la même chose. Alors tu vas nous expliquer d'abord en quoi l'anthropologie de soi diffère de l'égo-histoire, Philippe. Je vais essayer. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Oui, le livre dont on parle ce soir, ou en tout cas qui nous réunit, je l'ai appelé L'histoire, l'ordre et le chaos, et je l'ai sous-titré Une anthropologie de soi. Et c'est un livre en fait qui est né d'un projet, je dirais, à la fois académique et littéraire. Lorsque l'on passe l'habilitation à diriger des recherches, Rémi l'a rappelé, qui est le dernier diplôme finalement que concède l'université, on est invité à faire deux choses. À travailler sur un sujet inédit que l'on n'a pas abordé précédemment dans sa carrière, et à faire ce qu'on appelle un mémoire de synthèse, où l'on raconte un petit peu ce que l'on a fait, où l'on se fait un petit peu presque l'historien de soi-même en essayant de faire le point à la fois sur l'histoire que l'on a faite et sur l'histoire qui nous a fait. Alors, le mémoire inédit a donné un livre autour de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, la biographie que j'ai eu la chance de présenter il y a 2 ans aux Belles Lettres, qui a été publiée, qui aurait dû nous réunir ici à Ambre-Blanche, mais le Covid est passé par là. Et donc 2 ans plus tard, grâce aux éditions des Paysages, grâce à Amaury Le Villayer, qui me fait l'amitié d'être ici ce soir, on a lancé un autre projet éditorial qui était de donner vie à ce mémoire de synthèse, à ce parcours historien, à ce que l'on appelle finalement depuis Pierre Nora une égo-histoire. Alors qu'est-ce que l'égo-histoire ? C'est tenter de faire un petit peu l'histoire de son chemin historien, alors non pas du tout dans une préoccupation égotique, non pas pour illustrer le moi, mais pour travailler plus sur une dimension collective qui est le soi, pour essayer de voir comment est-ce que l'on se place par rapport à une génération. On ne fait jamais de l'histoire seul, on fait de l'histoire avec d'autres, avec des services d'archives, avec des collègues, par le biais de rencontres. Et puis comment on se place aussi par rapport aux générations qui nous ont précédés, aux générations des grands maîtres. Et tu parlais de Pierre Nora, dans l'aventure des essais d'égo-histoire, il y avait 7 historiens, une seule femme, une seule historienne, la seule qui vive encore d'ailleurs, Michel Perrault, absolument. Et il y avait 2 médiévistes parmi les 7, Georges Duby et Jacques Le Goff. Évidemment, ils ne sont plus. Je n'ai pas connu Georges Duby, j'ai connu Jacques Le Goff. Voir comment, par rapport à ces générations passées, on se situe. Et puis voir comment on se situe aussi par rapport à la génération suivante. Parce qu'évidemment, on prend un peu d'âge et qu'aujourd'hui, ceux qui se lancent dans des projets de doctorat, c'est clairement la génération qui suit la mienne.
Ce sont des gens qui ont 30 ans et qui, voilà, entrent dans la carrière. Et donc, c'est évidemment un dialogue qui fait que l'on réfléchit sur le soi. Alors, évidemment, je ne suis pas un groupe, l'anthropologie s'intéresse à des groupes, mais avec ce titre, je montre aussi que je fais un petit peu un pas de côté. Je crois que tu le sais bien, Rémi, et tu l'as fait tout le long de ta carrière, il faut faire de l'histoire très sérieusement, mais il faut aussi la faire sans se prendre au sérieux. Et donc, ce livre, voilà, essaye aussi de passer de l'autre côté du miroir, d'expliciter ce qu'est ma fabrique de l'histoire d'une manière simple, d'une manière, je l'espère, littéraire et d'une manière qui peut toucher. Et je suis ravi qu'elle ait touché Patrick Boucheron parce que dans cette aventure, il a eu un rôle tout à fait particulier. Et il a rédigé une postface. Hein, et la préface a été rédigée par Terry, que je ne connais pas, mais qui a une belle plume également. Alors moi je voudrais te questionner quand même, te titiller sur ton sujet majeur qui est les ordres militaires et en particulier l'ordre des Templiers. Je trouve que là déjà tu as été un peu téméraire de t'attaquer au problème des Templiers. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord, les Templiers ont été écrasés par l'Église de l'époque, ils ont été détruits eux-mêmes physiquement, et leurs archives aussi ont été détruites. Ce qui t'a obligé finalement à chercher des documents croisés qui t'ont permis de reconstituer leurs archives. Et alors c'est là que je suis absolument stupéfait, et j'ai découvert beaucoup de choses en lisant ton bouquin, de l'itinéraire que tu as parcouru dans des dépôts d'archives éloignés de France. Hein, moi qui suis toujours resté tapis sur les dépôts du Languedoc et du Roussillon un petit peu, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire cet itinéraire que tu as fait à Lisbonne, à Madrid, au Brésil et même au Vatican. Chose incroyable. Le Vatican avait conservé, lui, il n'a pas détruit les archives des Templiers complètement. Bon, alors voilà, ça c'est une question sur son travail. Et aussi, je crois que ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que, et là tu te relis à Boucheron, à ce qu'il a fait en matière d'histoire mondiale, hein, tu es sorti de ce qui était à un moment donné le must des historiens influencés par les anthropologues d'ailleurs, la micro-histoire, la micro-story, tout le monde chantait les louanges, à partir d'un petit ça c'est d'épingle, et c'est d'un microcosme, essayer d'évoquer des sujets plus larges, mais pas d'une manière très reliée. Et là, je crois que d'emblée, tu as choisi de traiter un sujet mondial, on peut dire, universel. Voilà l'impression que j'ai. Maintenant, tu vas peut-être me démentir ou développer au contraire quelque chose que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas un médiéviste. Non, je ne te démentirai pas complètement, mais je ne sais pas si je peux avoir la prétention d'avoir ici réalisé un sujet qui soit mondial. Mais c'est vrai qu'avec cette matière que sont les Templiers et plus largement les ordres religieux militaires, j'ai un peu de chance parce que c'est un sujet qui intéresse et parce que je ne le savais pas forcément au départ quand j'ai choisi cela au sortir de l'agrégation dans mon DEA. J'avais à peine plus de 20 ans, c'était en 1993, c'était quand même pas tout à fait hier. J'ai choisi ce thème-là parce que je l'avais croisé dans mes études et qui m'avait un peu excité. Mais les ordres religieux militaires, finalement, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'ils travaillent au combat, à la prière, mais aussi à la production, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes des laboratores, donc ils sont à la fois ceux qui travaillent, ceux qui combattent, des bellatores, ceux qui prient, des oratores, mais ils sont finalement au cœur de cette société du Moyen-Âge où ces trois fonctions se partagent. Et eux sont pratiquement, dans le monde latin, les seuls qui les réunissent. Ce qui d'ailleurs peut faire problème à l'Église. Ce qui n'explique pas forcément leur chute, mais ce qui explique que toujours ils ont été un petit peu en marge, un petit peu suspect, parce que cette idée de faire couler le sang et de s'en faire un mérite lorsque l'on est chrétien, elle est quand même tout sauf évidente.
Donc on a là un sujet évidemment médiéval très intéressant, et puis on a un sujet qui, du fait des mystères qui entourent la disparition de l'ordre du Temple, du fait de la perte de ces archives dont tu as parlé, en tout cas de la perte de ces archives centrales, qui oblige à travailler dans de très nombreux dépôts pour essayer de restituer ce passé, eh bien, on a un sujet qui a continué à faire florès, qui a continué à intéresser, et qui intéresse même de plus en plus aujourd'hui, puisqu'il y a une véritable renouveau, une véritable efflorescence depuis 40 à 50 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le médiévalisme. Et je crois que j'ai toujours essayé de lier le médiévisme, qui est mon cœur de métier, et le médiévalisme. Et ça, c'est une chance parce que ça amène à parcourir des espaces très différents. Et que quand j'ai commencé cette recherche sur les Templiers, je n'avais aucune idée qu'elle pourrait me conduire jusqu'au Mexique, jusqu'au Brésil, notamment vers cette Amérique du Sud que j'aime, parce que bon, l'espagnol et le portugais sont des langues que j'aime et que je pratique, mais où également ces ordres intéressent dans l'histoire, et intéressent parce que depuis le 19e siècle, on s'est saisi d'eux, on s'est saisi de leur image, pour les faire intervenir dans des combats qui sont souvent des combats tout autres, dans des combats contre l'Église, dans des combats contre l'État colonial hispanique, pour des raisons, vous voyez, où on dévoie ce passé, où on l'instrumentalise, mais on fait que l'histoire de l'ordre du Temple est restée une histoire vivante et une histoire particulièrement parcourue, particulièrement mythifiée. Alors, les historiens, évidemment, universitaires, se sont longtemps tenus un petit peu à l'écart, parce que c'est aussi une histoire, je ne vous apprends rien, où on rencontre le pire et le meilleur, et plus souvent le pire que le meilleur. Des affabulations. Et donc, voilà, qu'il faut aussi se confronter à un certain nombre d'affabulations. Bon, certaines sont charmantes, simplement un peu cinglées. D'autres sont franchement inquiétantes aussi, et politiquement très glauques. Et donc il faut à l'historien se faire un petit peu la part de ces images et se faire l'historien de ces représentations. Mais ça, c'est quelque chose qui nous amène à fonctionner dans la diachronie. On parlait d'un certain nombre de festivals ici à Toulouse, autour de Claire Jude de la Rivière, autour de Patrick Boucheron. Je crois qu'on vous a particulièrement montré comment faire. Il y a de grands auteurs qui travaillent ces matières-là, et je trouve que faire résonner entre elles les différentes périodes de l'histoire, c'est presque l'honneur de notre métier. Alors certes, je suis médiéviste, mais l'idée n'est pas d'enfermer le Moyen-Âge dans une sorte de tour d'ivoire où on le cultiverait contre le reste. L'idée, c'est de le faire résonner avec l'aujourd'hui et de le faire résonner avec l'ailleurs. Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé dans ta démarche, c'est que, je l'ai dit, tu as été gonflé, tu as été téméraire d'un côté, mais en même temps, tu t'es placé dans une collectivité et dans aussi la suite d'historiens, dont on en a déjà cité deux, Duby et Le Goff, mais des gens comme Demurger et Biget, qui étaient des camarades de notre école, ont pu t'influencer, et également, évidemment, Marc Bloch, martyr de la Résistance et très grand historien. Mais ce qui m'a frappé aussi, ce sont les références que tu fais à de jeunes historiens, dont un a été mon étudiant et qui est très toulousain, quoique devenu parisien, c'est Patrick Garcia et François Doss, qui sont des historiens qui ont beaucoup réfléchi à la méthode de travail, finalement. Alors je crois que ça, c'est un des apports de ton travail, qui est singulier par rapport aux égo-histoires des papes de l'histoire, je dirais, dont j'ai parlé, et qui était un peu plus, je dirais, nombriliste qu'autre chose. En fait, si on peut faire ce reproche à des gens par ailleurs très sympathiques, dont certains, moi, m'ont éclairé beaucoup. Maurice Aguillon était pour moi plus qu'un maître, un ami très cher et quelqu'un qui m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà. Sur ces influences que tu as pu subir et cultiver finalement, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que l'époque des essais d'égo-histoire, l'époque où écrivait Maurice Agulon, où écrivait Georges Duby, où écrivait Jacques Le Goff, n'était pas tout à fait la même. Il faisait là une œuvre pionnière. Et donc, évidemment, comme il n'y avait pas véritablement de modèle constitué, même s'il y avait des exemples, ils étaient peut-être amenés à parler davantage d'eux-mêmes et à être davantage dans le moi. Voilà, c'est ce qu'on leur demandait d'abord. Voilà. Et que moi, évidemment, fort de ces précédents, bon, je n'ai pas éludé, je n'ai pas botté en tout. Je parle aussi de moi.
Je confie évidemment des choses, même si évidemment je ne dis pas tout, il ne s'agit pas d'une confession, mais je n'élude pas. Mais en même temps, c'était plus facile de s'inscrire dans un groupe, parce que l'histoire, c'est une discipline collective, que je l'ai toujours pratiquée de manière collective, et donc c'est davantage cette idée du soi, cette idée de faire résonner à l'intérieur d'une génération, la mienne, bon, ceux qui ont à peu près 50 ans, maintenant un peu plus, certains un petit peu moins encore, mais enfin, voilà, c'est cette génération d'historiens-là, mais en dialogue avec les générations qui l'ont précédée. Et c'est vrai que tu évoques la génération précédente, celle de Jean-Louis Biget, qui m'a formé à l'école normale supérieure. Bon, il vit à Albi, pas loin d'ici. Et l'une des choses qui m'a le plus fait plaisir, c'est que quand je lui ai envoyé ce livre, évidemment, parce que je parle beaucoup de lui, et que ce livre se veut aussi un hommage, qu'il m'ait appelé un dimanche, qu'on ait parlé 1 heure ensemble. Tu te rappelles l'émotion de notre dernière rencontre avec Jean-Louis, c'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et par-delà, les générations précédentes ont compté. Bloch est quelqu'un qui a beaucoup compté parce que j'ai grandi à Lyon, parce que le souvenir de Marc Bloch est lié à ces endroits-là, parce que je l'ai beaucoup lu, et parce que l'Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien est un ouvrage que je ne cesse de faire découvrir à mes étudiants, qui d'ailleurs en 20 ans ne le lisent plus forcément de la même manière, et de le lire finalement chaque année, en 2e année avec eux. Ce livre, je le possède, je le connais parfois presque par cœur, et en même temps je le redécouvre, parce que c'est un livre qui n'est pas un livre achevé et qui nous invite à infiniment de choses. Et donc j'ai aussi travaillé avec de plus jeunes, c'est vrai, je le dis. J'ai travaillé avec des étrangers, parce que cet héritage français, je l'ai, mais j'ai eu la chance de beaucoup travailler en péninsule ibérique, et peut-être par caractère d'avoir toujours regardé un petit peu de l'autre côté de la Manche. Et l'historiographie anglaise m'a beaucoup influencé aussi. Et donc là, bien dans cet ouvrage, j'essaye de faire la part un petit peu de ces dettes, quoi. C'est aussi, d'une certaine manière, une œuvre de gratitude. Bien sûr. Et alors, ce qui m'a frappé également, c'est que dans ton livre, on trouve des jugements, enfin, c'est pas des jugements, c'est des évocations de notre vie universitaire, qui est souvent, enfin, on n'en parle pas. On ne parle pas des séminaires, des colloques, de la vie administrative à laquelle tu as participé dans ton université de Nantes, des revues. Et tout ça, tu nous expliques comment ça nourrit finalement un tissu dans lequel on peut s'inscrire ou pas, mais en tout cas qui est un vivier finalement de la pensée et de la recherche. Et je trouve que ça n'a pas... Par exemple, dans les égo-histoires, ils n'en parlent pas, les grands pontes de Noah. Et toi, tu vas là-dedans parce que c'est un travail, je dirais, de restitution du quotidien qui est très utile, je trouve. Voilà. Oui, je parle d'un métier, et là je m'inscris aussi peut-être dans une filiation, parce que l'égo-histoire dont on parlait, celui qui lui a rendu ses lettres de noblesse, et celui qui lui a rendu toute sa force, c'est Patrick Boucheron. Et Patrick Boucheron, en 2010, écrit « Faire profession d'historien ». Et il l'a abordé en tant que métier dans tout ce qu'elle peut avoir. Alors, évidemment, il y a des choses qui nous nourrissent, d'autres qui nous conditionnent, d'autres aussi éventuellement, notamment par exemple aujourd'hui avec les recherches de financement, de projets qui parfois peuvent nous limiter. Et tous ces éléments, tous ces conditionnements, finalement, je crois qu'il est intéressant de les aborder. Alors, selon le caractère et selon le tempérament de chacun, on s'appesantit peut-être plus sur certains que sur d'autres, mais ça, tout le travail d'édition m'a toujours passionné et j'en parle beaucoup. Je parle de mon expérience administrative, à côté de la tienne, Rémi, elle est bien modeste, mais c'est quelque chose qui compte évidemment dans nos métiers. Et puis je parle du cœur, c'est-à-dire je parle des étudiants par à-coup, parce que la transmission, c'est quelque chose qui nous nourrit, et que j'ai grandi, j'en parle, un petit peu en dehors des arcanes du métier professoral. Il n'y avait pas de professeur dans la famille, et quand vraiment j'ai voulu devenir professeur, c'était au collège, et c'était parce que j'avais face à moi un professeur extraordinaire en classe de 3e, et que je voulais finalement me projeter à sa place, prendre à mon tour en charge une classe, investir un espace, une estrade. En 3e, je n'avais aucune idée de ce que la recherche historique pouvait être. Je n'avais même pas véritablement idée que la recherche historique pouvait exister. Pour moi, ces connaissances, je ne sais pas, elles étaient là. Elles n'étaient peut-être pas infuses, mais je n'avais aucune idée de la manière dont elles pouvaient se constituer et se construire. Donc, de cet enseignement, bien sûr, je parle,
et voilà, de ce que ce métier nous procure, y compris de joie, parce que j'ai la chance véritablement d'aimer ce métier, d'y être heureux, et je crois qu'on a le droit de le dire, surtout dans un temps finalement où nos autorités publiques ne font pas forcément grand-chose pour qu'il reste des universitaires heureux. Eh bien, il y en a, et malgré Pierre Bourdieu, ils ont aussi une histoire. Et parfois, ils savent la raconter. Oui, et c'est ce qui, ça revient souvent sous ta plume, l'idée du bonheur d'écrire, l'idée du bonheur de chercher, l'idée du bonheur de transmettre. Et je crois que ça, c'est vraiment sympathique dans ton bouquin, parce que souvent, ça passe à l'as, on n'en parle pas. Et on essaie au contraire de se draper dans la dignité du chercheur, du sérieux, et puis on a peur qu'en disant qu'on est heureux de faire telle chose ou telle recherche, on passe un petit peu pour quelqu'un qui s'amuse, quoi, qui se divertit au lieu de faire du travail sérieux, quoi, voilà. Alors je crois que c'est tout à fait roboratif, je dirais, ce bouquin, et je te félicite encore de l'avoir écrit. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, alors, qu'est-ce que tu penses de, justement, quels sont les ressorts de la transmission, de la restitution, non pas simplement à nos étudiants, mais au grand public. Et je crois que là, on est en train de faire ça. Et c'est pas toujours facile. Et bon, aujourd'hui, malgré des handicaps considérables de l'actualité politique, des vacances, etc. Nous sommes un groupe quand même relativement important, nombreux sans être écrasant, mais c'est intéressant, c'est, je dirais, réconfortant de voir que un historien qui traite une question un peu ardue, un peu compliquée, il trouve un public. Alors comment ça peut surgir autrement que par un tam-tam publicitaire ou médiatique auquel nous avons très peu accès, les historiens. Bon, même s'il y a des initiatives qui touchent à l'histoire, comme celle de Stéphane Bern à la télé ou d'autres. Et nous ne sommes pas trop sur les antennes, sur les affiches, etc., les historiens. Donc il faut réussir à sortir de notre coquille et à s'exprimer, et sans vouloir traumatiser tout le monde, au contraire, intéresser. Alors c'est ça que peut-être que j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue là-dessus. Oui, je crois que l'historien, de toute façon, il a vocation, s'il fait son métier honorablement, à partager. Quand on est à l'université, enseignant-chercheur, donc il y a évidemment toute cette dimension au quotidien de l'enseignement qui est riche, mais qui peut aussi être tout à fait accaparante. Il y a la dimension de la recherche, dont on voudrait parfois qu'elle soit plus quotidienne, parce que les plages qui lui sont réservées, elles sont quand même plus intermittentes. Et puis, il y a tout le reste, finalement. Tout le reste, et c'est ce que nos collègues italiens appellent très bien la terza missione, la troisième mission, qui est finalement tout ce que l'on projette en direction de la cité. Dans des moments de partage comme celui-là, vous êtes nombreux qui êtes venus m'écouter pendant des vacances, on parle ensemble, on débattra, toi et moi, avec vous. Il y a mille et une occasions, il y a ces festivals dont on parlait, autour du livre, autour de l'histoire, comme une pratique vivante, l'histoire publique. Et puis, il y a mille et une occasions qui peuvent passer par des supports virtuels, mais je crois beaucoup aussi aux supports réels. Je crois vraiment à ces journées, à ces moments où on rencontre un public et on l'amène à l'histoire en essayant d'en parler simplement, ce qui ne veut pas dire qu'on la galvaude, mais qu'on essaye véritablement d'en parler simplement en écoutant la manière dont les gens la reçoivent, en écoutant les questionnements, le cas échéant en les déplaçant et, si l'on le peut, en y répondant. Mais ça, c'est quelque chose, je crois, qui est véritablement très important, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de faire, parce que je n'ai jamais aimé m'enfermer dans une tour d'ivoire. J'en parle, hein, et je dis un petit peu pourquoi. J'ai une famille qui est très, très petite en nombre, où les générations étaient d'enfants uniques, et donc il y a eu cette envie peut-être de se projeter très tôt vers l'extérieur. C'est des choses qui ont pu jouer. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'ai la chance d'être enseignant-chercheur, d'être rémunéré par l'État, et que cela implique de restituer quand même à la société
une part, la plus grande possible, de ce que je peux mettre au jour. Et donc j'ai toujours joué ce jeu-là, dans le cadre associatif d'abord, dans la ville où je me suis inscrit, à Nantes. Je ne suis pas nantais, mais je m'y inscris désormais. Oui, j'ai été président de Nantes Histoire, mais il y a beaucoup d'autres associations en région. Nantes Histoire, un temps, a été la plus grosse association d'histoire en région. Mais impressionnante. Oui, impressionnante. Il y a eu plusieurs centaines d'adhérents, jusqu'à 500, je crois. On a un cycle public avec une quinzaine de dates, parfois jusqu'à 17 chaque année. Ceci dit, là aussi, la pandémie, comme beaucoup d'associations, nous a fragilisés. Et il faut réfléchir peut-être aux manières de réenchanter, de transformer cette pratique qui devra se modifier pour continuer à opérer pleinement. Mais l'association avait été créée aux années 1980. Moi, je m'y suis investi à la fin des années 2000. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a besoin peut-être d'un souffle nouveau, parce que si elle a fait beaucoup de choses, eh bien, nous avons vieilli, notre public a vieilli avec nous. Et il y a maintenant, je le vois avec mes étudiants, bien d'autres manières. On parle de festivals, on parle de supports différents, de supports numériques, des étudiants sur le jeu vidéo ou autre. Quand on vous parle de ces jeux que je ne connais pas, je ne suis pas un joueur, mais quand on vous parle d'Assassin's Creed ou de ces choses-là, ça vous interroge, parce que finalement les Templiers ils sont associés, comme ils sont associés à 1001 productions, je dirais, de fiction, d'heroic fantasy, de bande dessinée. Eh bien, j'ai accompagné des étudiants dans l'étude de ces formes-là, et on va développer à partir de la rentrée prochaine à Nantes un master d'histoire publique qui sera, eh bien, l'un des 4 qui existent en France. Je crois qu'il y en a un dans le sud-ouest, puisque l'université d'Albi le réalise. Il y a Créteil, il y a Albi, il y aura Nantes. Et ça, ce sont des choses qui visent à inventer, eh bien, de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités autour de l'histoire. Et je crois que voilà, à l'université, en créant de nouvelles manières d'aborder l'histoire, ou hors de l'université dans la cité, en lien avec l'édition, en lien avec la librairie, en lien avec le monde associatif, je crois qu'il est véritablement nécessaire que les historiens s'investissent. Et puis, si Stéphane Bern les contacte, finalement, ce m'est arrivé avec les Templiers, lui répondre est une bonne chose, parce que c'est une expérience, d'abord physique, 3 heures face caméra, il en reste 15 minutes, mais c'est pas inintéressant de voir ce qu'il en reste. Oui, alors comment tu communiques sur le doute historique, finalement, qui est à la base de la recherche, alors que très souvent, dans le peuple, dans la population, ce qu'on recherche, c'est des certitudes, c'est pas des doutes. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, pour essayer de faire passer l'idée du doute qui gouverne un petit peu notre appétit et notre méthode de recherche, et il faut expliquer que les choses ne sont pas toujours faciles à démêler, etc., quoi. Donc je crois que là, c'est un travail auquel tu t'es consacré et sur lequel tu parles très bien dans ton bouquin. Oui, je suis content que tu parles du doute, parce que c'est quelque chose qui est évidemment très important pour moi. C'est facile d'en parler ce soir, et c'est plus facile d'en parler dans des cadres comme celui qui nous réunit ici à Ambre Blanche que par exemple parler à la télévision. Voilà, ceux qui m'avaient vu dans Secret d'Histoire verraient qu'il n'y a pas eu beaucoup de place pour le doute. Non pas que je n'en ai pas parlé, mais ça, c'est des choses qui systématiquement sont coupées au montage, parce que ces émissions ont leur logique narrative propre, qui est tout à fait légitime, parce que leur but est autre. Et donc, il faut essayer le plus possible, eh bien, de parler du doute chaque fois que l'on peut le faire, parce qu'il est au cœur de notre méthode, et qu'en effet, dans mon travail autour des ordres religieux militaires jadis en Espagne, dans mon travail ensuite autour de Jacques de Molay, dont j'ai écrit la biographie, eh bien, très souvent, j'ai renversé des idées qui paraissaient acquises, et puis j'ai essayé, sur la base de tout ce que je pouvais collecter comme documentation, de faire un petit peu la part des choses. Et souvent, on se rend compte que lorsque l'on a collecté ce matériau, eh bien, ce qui apparaît de la réalité, même très incomplètement, est assez sensiblement différent de ce que l'on pouvait imaginer. Alors, parler de ce doute devant des étudiants est une chose fondamentale. En parler entre nous, c'est, je crois, aussi quelque chose de très important, parce que c'est au cœur du questionnement de l'historien. Mais il est évidemment des forums où c'est plus difficile d'en parler. Alors, c'est pour ça que je crois aussi important de construire un récit et de rendre à l'histoire sa dimension pleinement littéraire, pleinement écrite ou pleinement oralisée, lorsque l'on parle comme nous le faisons ici,
parce que le public a besoin d'une forme et qu'on a tous besoin d'un récit. Et que l'histoire, ce sont aussi des histoires. Et que si l'on s'intéresse à l'histoire, c'est parce que des histoires, quelque part, nous ont enchantés. Donc il ne faut absolument pas faire abstraction de cette idée littéraire, mais il faut au contraire la cultiver. Et je crois qu'à cet égard-là, bien Georges Duby était extraordinairement convaincant, parce que vous savez combien il a transformé et raffiné son style en un demi-siècle presque d'écriture, jusqu'à arriver à des fulgurances, à des saisissements, à des formules qui lui ont permis de porter l'histoire du Moyen-Âge, lui y compris jusqu'au grand écran. Dans l'entretemps, le grand écran a passablement changé. Mais s'il y a réussi, c'est parce qu'il avait fait ce travail stylistique, auquel Patrick Boucheron appelle également, et qu'il pratique lui-même fort bien. Oui, il y a l'aspect récit et écriture, et aussi utilisation d'une langue littéraire, en définitive, qui parfois, alors qu'on nous disait il ne faut pas faire de roman, d'une langue. Voilà, c'est ça. Donc, et le courage de dire ça, c'est moi qui le pense, c'est peut-être pas la vérité absolue, mais je pense qu'il faut mettre le doigt là-dessus et penser autrement que ce qu'on pouvait penser auparavant. Et je crois que ce courage du chercheur, tu le pratiques et tu montres qu'il est indispensable. Voilà. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Maintenant, peut-être on peut ouvrir Tout à fait. Au public qui a été très attentif, j'ai trouvé. Madame. Pas si... Ah oui, merci Didier. Et puis moi, on se passera la question. Moi, j'aimerais savoir si de cette confrontation donc avec ceux qui t'ont précédé, avec cette nouvelle génération qui arrive, cette confrontation à soi, tout ça, ça a dû être d'ailleurs un trajet pas toujours facile. In fine, est-ce que tu peux dire que ça t'a servi à quelque chose? Est-ce que ça t'a servi à du doute ou à du réenchantement? Est-ce que la démarche, finalement, elle débouche sur quoi? Peut-être je réécris le livre là, mais quand même, ça serait important de savoir, j'ai fait ça et je suis arrivée là. Non, je crois que la confrontation à soi, elle est fondamentale. Et je pense qu'on ne peut que souhaiter à tout historien de se donner la chance de la pratiquer, parce que souvent, finalement, on se l'interdit, et qu'on peut plus généralement souhaiter à chacun de la pratiquer. Et finalement, à travers ce parcours que je livre et que je tâche d'expliciter, je crois qu'on peut être renvoyé à son propre parcours, que l'on soit historien ou non. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand des gens finalement très différents me disent « mais finalement, cette histoire m'a éclairé, m'a dépassé, m'a fait m'interroger », sans forcément d'ailleurs que je trouve de réponse, pas plus que j'en trouve toujours. J'en ai trouvé un certain nombre. Je crois qu'en effet, j'ai réussi, après une panne assez sévère, ce qu'on appelle un burn-out, en 2012, à réenchanter complètement ma pratique. Et cela, je le dis et je le livre dans le texte que j'ai produit. Je crois qu'il y a qu'en effet quelque chose qui est de l'ordre du réenchantement, quand on traverse des moments comme ça qui sont difficiles, et on essaye un peu de s'épurer, d'aller à l'essentiel. Et dans les travaux sur la méthode historienne, il y a quelqu'un que je lis toujours très volontiers, c'est Paul Veyne. Et j'aime beaucoup lire Paul Veyne parce que Paul Veyne n'est pas médiéviste, il est antiquisant. Alors, tous ses travaux érudits, hélas, m'échappent. J'en ai lu quelques-uns, mais certains me sont même, à mon avis, complètement inconnus. Et donc, je l'ai d'abord lu en tant qu'historien de la méthode historique, avec ses différents livres, depuis Comment on écrit l'histoire, qui a été publié en 1971, c'est quand même l'année où je naissais, donc c'est pas tout jeune. Et ce livre, qui a 50 ans d'âge, mérite d'être lu encore. Et ensuite, les entretiens qu'il a pu faire autour du quotidien et l'intéressant avec Catherine Darbo-Péchanski. Tous ces livres-là montrent que un homme aussi savant dans la confrontation qu'il a faite avec lui-même n'a fait finalement qu'y gagner, et aujourd'hui il est nonagénaire, et lorsqu'on le voit écrire ses souvenirs, où il ne s'épargne d'ailleurs pas forcément, avec beaucoup de dérision et d'autodérision, on se dit qu'il a acquis une sorte de liberté philosophique qui est tout à fait merveilleuse, et dans laquelle, eh bien, j'espère aussi avancer, et faire avancer peut-être mon lecteur, parce que ce livre peut
peut déclencher des choses, sur certains points pour les uns, sur d'autres points pour les autres, davantage pour certains, probablement moins pour d'autres, mais je crois qu'il y a là une rencontre et il y a quelque chose qui évidemment fait que de cette expérience d'écriture et d'édition, je ne sors évidemment pas tout à fait le même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et beaucoup intéressé. Oui. Veyne avait refusé de participer à l'égo-histoire de Nora, c'est assez marrant, quoi. Et après, il a publié plusieurs textes qui montraient qu'il éprouvait le besoin aussi de s'interroger sur ses motivations et sur son travail. Oui, tout à fait. Il fait partie de ceux qui, au moment de l'écriture des essais d'égo-histoire, s'étaient quelque part interdit d'entrer dans la danse. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de temps, peut-être qu'il craignait quelque chose, mais c'était pas du tout facile pour des historiens de cette époque-là. Et combien se sont interdits de le faire aussi Goubert, Vidal-Naquet, Annick Rigel, d'autres qui l'ont fait ensuite, aux années 80, avaient refusé l'invitation de Pierre Nora et s'en sont expliqués. Donc je crois qu'aujourd'hui, cela nous est plus facile. Le monde académique nous demande de le faire, et en même temps, si vous ne le faites pas, c'est sans conséquence, parce que dans la plupart des HDR, il s'agit, pour le mémoire de synthèse, d'une simple bibliographie commentée, qui peut avoir un intérêt scientifique majeur, mais qui ne peut pas rencontrer de public. Et quelque part, se refuser à le faire, c'est aussi se refuser une chance. Là, c'est quelque chose que Patrick Garcia dit bien. Tout à l'heure, tu parlais de François Doss et de Patrick Garcia. J'ai beaucoup lu, finalement, ces historiens du contemporain qui réfléchissent à ce que c'est qu'écrire l'histoire à la première personne. François Doss l'a fait avec le Paris biographique, écrire sur soi en 2005. Patrick Garcia l'a fait avec les Présents de l'historien en 2014. Et dans l'entretemps, ils avaient coordonné ensemble 2 très beaux volumes qui s'appelaient Historiographie, concepts et débats. Eh bien, il y a véritablement tout à gagner à s'inscrire dans cette danse lorsque l'on est un chercheur. Oui, je voulais savoir si aujourd'hui la philosophie avait coupé, si on peut dire, enfin, j'emploie cette image, coupé le pont avec l'histoire et qu'il n'existe plus de grande philosophie de l'histoire comme on a connu au XIXe siècle avec Marx et Hegel. Et est-ce qu'aujourd'hui, le constat de Fukuyama, je crois, qui avait prédit la fin de l'histoire est exact, ou est-ce qu'il existe aujourd'hui, comme vous l'avez dit à un moment, des histoires, il n'y a plus une histoire en général, comme on la concevait avant? Alors je pense que non, la fin de l'histoire n'est pas pour demain, et fort heureusement, mais l'histoire que l'on pratique aujourd'hui n'est plus non plus celle qu'on pratiquait hier, et on voit qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus éclatée, elle est plus diverse, et en même temps elle est plus connectée. Vous voyez, vous avez ces 2 lignes qui apparemment sont paradoxales, mais qui se combinent l'une l'autre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer de penser, et qu'il faut essayer de penser en philosophe. Alors, je ne suis pas philosophe de formation, mais j'ai toujours beaucoup aimé la philosophie, et je pense que dans ce livre, ça se sent probablement. Je ne le cache pas, d'ailleurs, j'étais vraiment passionné par l'histoire, mais il y a 2 disciplines en plus de la littérature qui auraient pu, dans ma formation, le disputer à l'histoire, et que j'ai découverte un petit peu par hasard, je ne l'attendais pas, et par la magie d'enseignants que j'ai rencontrés en Cagne, c'était la philosophie et la géographie. Alors, je ne fais pas de géographie, je ne fais pas de philosophie, mais je crois que j'ai l'esprit un petit peu philosophe. En tout cas, j'ai le goût de lire les philosophes, au moins, je dirais, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Je connais peut-être moins les philosophes contemporains, mais j'aime que l'histoire se fasse un petit peu philosophique et réfléchisse à ses méthodes. C'est vrai. En sachant que celles-ci peuvent être extrêmement diverses, mais que non, la fin de l'histoire n'est pas pour demain, et que le pronostic de Francis Fukuyama, de ce point de vue-là, était un leurre. Oui, moi, je m'aurais posé une question sur le problème justement de la transmission de l'histoire par les historiens au public, et en particulier à ce qu'on appelle le grand public, notamment des personnes qui n'ont pas un accès direct, universitaire, à l'histoire. Et il me semble, alors c'est peut-être une perspective personnelle, qu'il y a quand même un recul par rapport à l'époque, par exemple, de Duby, de Brodel, etc., de Leroy-Ladurie, qui avait passé quand même le cap d'une ouverture vers un public plus large,
dans un contexte particulier, celui d'une télévision qui était encore très publique, qui n'était pas éclatée comme elle l'est aujourd'hui. Et même aujourd'hui, par exemple, la télévision publique, je suis assez consterné de voir, par exemple, que les deux chaînes publiques consacrent essentiellement les 3/4 de leurs émissions à faire la célébration des rois, des princesses, etc., derrière notamment Stéphane Bern, et qui sont dans une ignorance totale de ce qu'a été l'histoire, pas telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais telle qu'on la concevait il y a un siècle déjà. On a fait un recul, même, je dirais, au XVIIe siècle, on ne faisait pas de l'histoire comme l'a fait Stéphane Bern. Et il n'y a que lui, presque, aujourd'hui. Alors après, on peut dire, il y a Arte, mais Arte s'adresse à un autre public. Et c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une fracture qui s'est produite et des efforts comme ceux que vous faites à Nantes, j'en ai été le témoin, sont tout à fait remarquables, mais c'est vrai qu'il faut conquérir de nouveaux publics, à la fois générationnels, les jeunes générations, et puis aussi socialement, d'autres publics, parce que la façon de concevoir l'histoire, ça a quand même des conséquences, y compris politiques. Ce n'est pas innocent faire de l'histoire, d'interpréter de l'histoire. On le voit malheureusement aujourd'hui avec les événements qu'on est en train de vivre dans le monde et en Europe. Donc il y a des enjeux, je crois, en tant que citoyen, pas simplement d'historien, mais aussi des citoyens, de passer ce cap, et ce n'est pas simple, en tout cas. Non, je crois que tu as raison, Didier. C'est quelque chose qui est à la fois très nécessaire et qui est complexe. Les efforts que l'on peut faire sont toujours des efforts fragiles, mais j'ai envie d'être assez optimiste, y compris par rapport à la télévision publique, et peut-être même par rapport à Stéphane Bern, pour la boucler sur ce thème et faire une boutade. Dans les dernières séries de ces émissions, moi j'ai été frappé quand même d'un déplacement. Alors c'est un petit déplacement, et là où jadis il aurait parlé de Louis XV et où l'on aurait égrené les favorites, eh bien sa dernière émission parlait de Louis XV et de la bête du Gévaudan, et interrogeait donc l'histoire rurale, les peurs, des choses comme ça. Là où on aurait parlé de Philippe le Bel et peut-être du scandale des Brus du Roi avec ses rumeurs d'adultère à la cour, on a parlé des Templiers, et on a interrogé le fonctionnement de l'État royal, le fonctionnement de son arbitraire, l'Inquisition et ces choses-là. Alors, ce sont des déplacements qui ne sont pas des déplacements considérables, mais qui montrent que l'on peut peut-être infléchir là aussi des choses, à une échelle évidemment très modeste, mais plus largement, je pense que pour le grand public, tu le fais magnifiquement avec la collection cette année-là, et je trouve que la développer à Nantes, c'est une belle responsabilité et une grande chance. Par exemple, créer, comme tu l'as fait, des petits livres, 48 pages, à petit prix, sur une question qui est peut-être une question très pointue, autour d'une date connue ou d'une date inconnue. C'est quelque chose qui peut séduire. Et je le vois avec mes étudiants, parce que finalement, ça crée un réflexe, on en prend un et on l'aime, alors on en prend un autre, et puis on va adhérer à une date qui ne nous disait rien, mais en feuilletant le livre ou en le lisant complètement, on va découvrir beaucoup de choses. Donc je crois qu'il y a des possibilités, mais c'est vrai que cela ne passe peut-être plus par les grands médias, mais par des initiatives comme ça qui sont plurielles et pour lesquelles on est un peu désolé parfois du peu de diffusion, du peu de publicité qui leur sont faites. Tu le disais, Rémi. Je ne sais pas. Il y a eu des émissions sur l'occupation, par exemple, le Village français, que j'avais pu suivre, qui est une bonne émission, qui a intégré un certain nombre d'apports d'historiens. Je pense à notre cher Pierre Laborie, regretté, qui ont finalement fait progresser l'histoire dans la mesure où c'était une période, je dirais, abordée d'une façon très manichéenne, quoi. Il fallait, c'était soit tout le monde était résistant, soit tout le monde était collabo. C'était pas ça, la réalité. Et donc je trouve que là, il y a eu un effort sur plusieurs épisodes qui était satisfaisant. Mais c'est vrai que c'est rare. Est-ce qu'il y a d'autres interventions éventuellement, madame? Bonsoir. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Je voudrais savoir un petit peu la nature des doutes que vous pouvez avoir dans vos recherches, par exemple. Et puis d'autre part, dans le choix
de votre métier d'enseignant-chercheur en histoire, est-ce que là aussi, sur un domaine bien précis, bien donné, est-ce que là aussi vous auriez eu des doutes dans votre vie? Donc là, je reviens sur l'égo-histoire. Bon. Ensuite, vous le verrez dans l'égo-histoire, et je n'occulte pas la question, quand on reprend son parcours et que l'on reprend sa vie, surtout quand on le fait autour de 50 ans, nécessairement on reconstruit un certain nombre de choses parce qu'on s'appuie sur son souvenir. Et donc, je ne m'illusionne pas sur le fait que je ne serai pas victime de l'illusion autobiographique. J'en parle et j'essaye d'en jouer en étant le plus honnête possible. Mais il y a évidemment sans doute, quand je vous parle de cet appel que j'ai ressenti au collège, peut-être une part de reconstruction. Si j'avais parlé à 13 ans, mais évidemment à 13 ans, nul ne m'aurait interrogé. Est-ce que je vous aurais dit la même chose? Je ne sais pas. Je pense en grande partie, mais pas de cette manière-là. Donc il y a eu des doutes, oui, parce qu'en fait, c'est très difficile de se projeter vers un métier que l'on ne connaît pas. Et notamment quand j'ai découvert à l'école normale supérieure et ensuite passé l'agrégation, qu'il y avait un choix à faire entre l'enseignement auquel j'aspirais, pour moi dans un lycée, idéalement dans le lycée d'une grande ville, et puis la recherche, que j'avais découvert en maîtrise, qui avait commencé à me plaire, mais dont je ne savais pas très bien encore ce qu'elle était. Bon, j'avais été plongé en archives, j'avais beaucoup aimé cela. Manifestement, bon, Pierre Toubert n'avait pas considéré que j'y réussissais mal, bien au contraire, mais c'était quand même un continent qui s'ouvrait devant moi. Et donc là, j'ai eu quand même un doute et j'ai décidé d'essayer de jouer cette carte-là. Et en partant à ce moment-là, c'est là où je suis parti à l'étranger, c'est là où je suis parti en péninsule ibérique pour essayer un petit peu d'éprouver ce choix en m'arrachant au conditionnement qui pouvait être le mien, en m'arrachant au pays qui m'avait formé, en m'arrachant aux structures qui m'avaient beaucoup donné. Donc voilà comment j'ai essayé d'éprouver ce choix-là. Et quand je suis revenu en France fort de ma thèse, je n'avais plus de doute. Et finalement, même si je pense que j'aurais peut-être été un enseignant très heureux dans le secondaire, je me suis dit que j'avais envie de garder cette recherche à côté de moi. Alors cette recherche, ensuite, je ne sais pas si j'y ai forcément beaucoup progressé. J'ai écrit, j'ai vu que ma recherche faisait avancer certaines questions à certains moments. J'ai été intégré à des débats historiographiques, certains assez mineurs, d'autres peut-être plus importants, quelques-uns majeurs. Mais en réalité, ce doute n'a jamais cessé de me tenailler. Je peux vous donner un exemple très simple. Lorsqu'en archive, vous avez la chance de trouver un document absolument singulier. Et lorsque vous êtes médiéviste, comme les archives quand même ne pleuvent pas, même dans la péninsule ibérique, c'est parfois le cas, vous regardez, et puis ce document est une sorte d'apax, il est singulier. Vous savez là qu'il faut essayer de l'éditer, donc vous transcrivez votre acte, vous essayez de contextualiser le plus que vous le pouvez, mais en même temps, il y a un moment où il faut avoir une intime conviction. Qu'allez-vous en faire? Est-ce que vous allez le présenter dans sa singularité forcenée, c'est-à-dire comme étant une chose finalement peut-être un petit peu décalée par rapport à la réalité plus globale, ou est-ce que vous allez en faire quelque chose qui, même si vous n'avez pas de série, pourrait être représentative d'un mouvement plus large? Eh bien, je dirais que les deux choses peuvent se faire. Les deux choses peuvent se faire, et là, un petit peu comme le magistrat qui tranche, c'est votre intime conviction qui va vous amener à certains moments à aller plutôt d'un côté et à d'autres plutôt de l'autre. Mais que ça, c'est quelque chose que vous allez retourner plusieurs semaines, parfois plusieurs mois dans votre tête, que vous allez essayer de partager avec des gens en parlant. Mais à la fin, est-ce que la décision que vous avez prise est la bonne? Vous n'en savez rien. Et puis parfois, vous vous apercevez, 10 ans, 15 ans, parfois un peu plus rapidement, en parlant à un collègue, que ce n'était pas la bonne. Mais l'histoire avance, et elle avance aussi par nos erreurs. Voilà pour vous donner un doute méthodologique, mais ensuite, vous en avez bien d'autres, naturellement, qui font partie de ce métier. Et je crois qu'il faut les porter, et il faut savoir, y compris devant un jeune public étudiant, en parler. Et les étudiants, ils sont extrêmement réceptifs aujourd'hui, parce que je crois que le secondaire les forme de mieux en mieux, contrairement à ce que l'on dit, à entendre cela. Que tous les collègues du secondaire font ce travail sur
l'histoire n'est plus quelque chose qui vient d'en haut comme une sorte de révélation, vous voyez. Moi, je me souviens que dans la classe de 3e de François Bertrandi, pour le nommer, si on m'avait dit que ce qu'il disait pouvait être mis en doute, mais j'aurais été scandalisé parce que ce cours m'apparaissait magnifique et que j'aurais évidemment pris sa défense et que pour moi, c'était une vérité presque révélée. Aujourd'hui, je crois qu'un élève de 3e sait que l'histoire ne se construit pas de la sorte. Et donc, on peut travailler autrement. Ce qui, vous voyez, là aussi, est plein d'espoir pour ce que l'on dit par rapport à l'enseignement qui est censé se prostituer, décliner, se galvauder. Eh bien non, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Même si l'orthographe n'est plus la même, là-dessus on est d'accord, bien d'autres questions sont autrement mieux traitées. Attendez, c'est enregistré là. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'œuvre sur la couverture ? C'est vrai que ça, c'est important parce que je disais que je n'avais pas voulu que ce livre soit égotique et donc que je n'ai pas travaillé pour creuser le moi, mais pour rejoindre d'autres voies. Et donc, c'est un livre qui est un petit peu polyphonique parce que tu l'as rappelé, Rémi, Patrick Boucheron, avec qui j'ai beaucoup dialogué dans mon écriture, m'a fait l'honneur d'une postface. J'ai voulu que son nom et cette postface figurent sur la page de garde. Julien Théry, qui m'avait accompagné dans mon HDR, a donné un avant-propos au livre. Et j'ai travaillé en lien avec un artiste que je connais d'assez longue date, à Nantes, Éric Fontenot. C'est quelqu'un qui est véritablement un maître du dessin. À Nantes, il est extrêmement connu, peut-être à Toulouse l'est-il moins, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup exposé sur différents continents, et c'est quelqu'un qui est un dessinateur merveilleux, et qui, à sa manière, et à travers son dessin, et à travers un certain nombre d'expériences qu'il a faites, parle du temps, parle en permanence du temps, et quand on dialogue avec Éric, je trouve de plus en plus qu'il ne parle que du temps. Et donc, mon travail, forcément, que je lui ai confié, a résonné en lui. Mais ce travail, il n'allait pas l'illustrer. C'eût été sans intérêt. Donc il l'a confronté à une œuvre qu'il avait créée, à une œuvre qui était sérielle, qu'il avait réalisée à partir de petits sachets de thé qu'il avait laissé se dessécher sur des feuilles dans son atelier. Et ces petits sachets de thé mis côte à côte et qui sont très beaux, sont identiques et forment une série. Un petit peu comme ma voix pour lui, pour Éric Fontenot, est une voix singulière mais qui s'intègre dans un collectif d'historiens. Donc ce rapport du un au multiple, il lui a semblé le retrouver à travers son propre travail. Et puis ce travail, vous le verrez dans les photographies qui en ont été tirées et qui ont été retravaillées, conserve une part de mystère. Un peu comme dans ma narration, eh bien, il y a aussi une part de mystère, parce qu'un individu n'est jamais totalement transparent à un autre, fort heureusement. Et donc, l'œuvre d'Éric est une œuvre qui conserve quelque chose qui à la fois nous fascine, hein, moi je trouve. C'est absolument magnifique, ce travail. Et en même temps, ce travail nous tient un petit peu à distance. Rémi me disait qu'il avait eu l'impression de briques qui construisaient quelque chose. Et pourquoi pas ? Parce qu'en effet, il s'agit d'une construction. Et cette œuvre, la voilà. La voilà de manière globale, parce qu'ensuite, la graphiste qui a travaillé avec l'éditeur l'a utilisée de manière fragmentaire. Et donc, en fait, eh bien, voilà, cette œuvre qui n'avait jamais été montrée, qui n'avait jamais été présentée, elle a été photographiée et donc est venue un peu en contrepoint du texte. Et je trouve que, eh bien, il y a la narration d'Éric qui s'intrique à la mienne. Et je crois que quand on fait passer ces pages, d'autant que les noirs de l'édition sont très beaux, eh bien, il se passe quelque chose. Voilà. Voilà ce que l'on a essayé de faire. Et donc, en couverture, on a l'un de ces orpiments, puisque c'est le nom qu'Éric Fontenot leur a donné. Et cela fait comme une radiographie, un peu, vous voyez, ces images presque médicales, hein, que l'on connaît, où l'on essaye de voir à travers. Eh bien, comme j'essaye de voir à travers ma propre pratique, sans y arriver totalement, forcément, parce que l'illusion autobiographique est là, qui nous tient toujours. Monsieur ?
La France, par intermittence, revient sur son passé, un passé parfois douloureux. Je fais allusion au temps où Chirac était président et où on avait évoqué la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Contrairement à ce que d'autres affirmaient, qui disaient que ce n'était pas l'État qui avait été responsable, mais le gouvernement de l'époque et qu'il n'avait aucune légitimité. Donc, on ne pouvait pas incriminer l'État français d'avoir procédé à ces faits. Et plus récemment, on a eu aussi Emmanuel Macron qui est revenu sur le passé douloureux de la guerre d'Algérie qui opposait la France à l'Algérie. Et donc, par voie de conséquence, de parler du colonialisme en employant cette phrase de choc, en disant que ça avait été un crime. Et donc la question que je voulais vous poser, est-ce que ces retours en arrière sur un passé plus ou moins douloureux, est-il quelque chose de bénéfique à vos yeux ou pas? Alors j'associerai Rémi à ma réponse, parce que sur les questions mémorielles, je crois qu'il est beaucoup plus pointu que je ne pourrais l'être. Mais je crois personnellement que revenir sur une question historique ancienne que l'on prétend avoir clos, surtout d'un point de vue étatique, c'est-à-dire en vertu d'une parole gouvernementale ou administrative, est toujours une attitude bénéfique. Après, cela dépend ce que l'on en fait, mais cette réflexion nécessairement est quelque chose d'intéressant. À quoi est-ce qu'elle aboutit? Il y a bien des questions qui sont évidemment encore ouvertes, mais je crois que revenir sur le matériau historique, dès lors qu'on le fait avec méthode, ne peut être que quelque chose de bénéfique. Des mémoires, je ne suis évidemment pas un expert parce que je travaille quand même sur une matière médiévale qui est beaucoup moins inflammable, et je dirais que la matière templière, même si je la travaille dans ces mémoires, elle est plutôt parfois de l'ordre du cocasse. Mais je le dis bien, je ne l'exclus pas, et dans le livre je le montre, vous le savez que depuis une vingtaine d'années au moins, je dirais depuis 30 ans pratiquement, vous avez pas mal de courants extrémistes, suprémacistes, de droite très identifiés, qui en France, mais surtout hors de France, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou ailleurs, reprennent l'image des Templiers en la fantasmant complètement, comme une sorte de héros d'une civilisation blanche qu'ils auraient défendu contre l'autre. Vous savez que dans l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, c'est une des motivations avouées du terroriste. Vous savez que dans sa prison en Norvège, Breivik se prétend templier. Toutes ces choses, il ne faut pas les éluder. Elles existent. Et la récupération aujourd'hui de l'ordre du Temple est une récupération qui souvent est une récupération réactionnaire. Ce qui est paradoxal parce que lorsque le Temple est revenu dans le débat public, et ça je l'ai beaucoup travaillé au XVIIIe et XIXe siècle, les Templiers étaient plutôt des icônes de la liberté, du fait qu'ils avaient disparu, victimes, disait-on à l'époque, de l'arbitraire royal et de l'obscurantisme de l'Église, ce qui en faisait, je dirais, des porte-étendards merveilleux pour les tenants de la Révolution française et des porte-étendards d'autant plus faciles qu'ils avaient disparu et donc qu'ils ne risquaient pas de venir dénoncer les abus que l'on faisait de leur mémoire. Donc il y a eu une déportation complète de leur image en 2 siècles et donc ce sont des problématiques qui m'intéressent. Mais sur les terrains que vous évoquez, je crois que Rémi sera beaucoup plus fondé à vous répondre. Je ne suis pas assez compétent, mais je suis d'accord sur le principe que l'histoire est toujours, c'est un livre que l'on referme, qu'on ouvre, il ne faut pas le déchirer, voilà. Et moi, je suis très hostile au déboulonnage des statues, par exemple. Je crois que plutôt que de déboulonner la statue, il vaut mieux en faire une autre à côté qui célèbre à côté d'un esclavagiste, quelqu'un qui a libéré, ou de mettre une plaque expliquant que M. Untel était un individu méprisable, etc. Mais on peut laisser sa statue parce qu'elle a correspondu à un moment donné à un sentiment, une analyse qui reflétait quelque chose, sinon elle ne serait pas là. Hein. Et sinon, on aboutit à des autodafés, ça existe aussi. J'ai vu que ça a recommencé, les autodafés, tout ça, et c'est extrêmement dangereux également. Voilà mon idée. Mais après, je crois que c'est positif que le président Macron ait parlé de crimes contre l'humanité à propos de faits
très condamnables qui ont été réalisés en Algérie, par exemple. Et puis, ça fait partie des choses qu'on peut lui reconnaître quand même. Le débat s'anime. Oui, il y a peut-être une absente dans ton discours, et pourtant qui est très très présente dans toutes les pages, c'est la littérature. L'art, bien sûr, mais la littérature, parce que tu parlais de la langue. Évidemment, c'est un discours qui est porté par une langue qui est magnifique. Je le sais presque au premier rang, puisque j'ai eu à la réviser, encore que c'était un plaisir. Mais justement, c'est frappant qu'à chaque page, tu la convoques, la littérature. Et ça aussi, c'est une dimension qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, et parce qu'aussi on s'est fendu de discours où il fallait aller au plus vite, au plus synthétique, et c'est pas ce que toi tu as choisi. Donc si tu peux nous en parler un petit peu de ces influences, de la façon dont toi aussi tu considères finalement ta langue historique. Oui, c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est vrai que j'aime écrire. Bon, tu as été parmi les premiers lecteurs, forcément, comme éditeur, et je suis très heureux que tu l'aies ressenti immédiatement comme très abouti. Mais de plus en plus, en revenant sur moi, je fais aussi un travail sur la langue. En choisissant une langue qui est une langue finalement volontairement classique, riche, mais que j'essaye d'organiser selon une musicalité qui est propre. Et j'ai eu la chance, je crois, très tôt, dans des bibliothèques familiales, de rencontrer la littérature et de rencontrer beaucoup de littérature. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours imprégné, même si j'ai su peut-être, parce que la littérature m'impressionnait beaucoup, que je n'en ferais jamais mon métier. Mais c'est vrai qu'ayant grandi dans le sud-est de la France, tous ces auteurs autour de Giono, ensuite la poésie de Char m'a nourri, Magnan, je termine avec cela. Et je joue parce que Paul Veyne, qui est vauclusien, lui aussi, est quelqu'un qui a aussi ce rapport à la littérature. Et Paul Veyne dit que dans son enfance, et lorsqu'il était à l'école, bien avant moi, quand même 40 ans avant moi, eh bien pour lui, un peu comme je l'ai entendu, le métier d'écrivain était le métier le plus honorable. C'était celui auquel on n'aurait jamais osé prétendre et pourtant auquel, confusément, on nous apprenait à essayer de tendre. Et cette écriture, c'est quelque chose qui, évidemment, m'habite. Je lis beaucoup en dehors de l'histoire médiévale et je crois que parfois des médiévistes peut-être plus refermés sur leur discipline trouvent que j'ai sans doute perdu parce que je ne lis pas que de l'histoire médiévale, mais j'aurais tendance à dire que voilà, même si certains débats m'échappent ou si je ne nourris pas assez ma connaissance de tel ou tel aspect, en allant voir plus large, je trouve que j'ai beaucoup gagné à titre personnel et je pense aussi dans ma pratique professionnelle. Mais oui, la littérature avec l'histoire est l'autre grande compagne. Mais je n'aurais jamais osé l'aborder de front et je le fais maintenant à 50 ans passés. Donc, il n'est jamais trop tard. Je confesse d'ailleurs dans ce livre que j'avais toujours eu l'idée d'écrire un roman. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai un homonyme qui en a écrit un. Et je me rappelle encore d'un ami et collègue faisant irruption dans mon bureau et me disant un jour « Mais tu me l'as caché, ça y est, tu as écrit un roman !» Et moi qui ne lui cachais pas grand-chose, je dis non, vraiment pas, non. Mais si, Philippe Josserand, l'empire de nos vies. Je dis ah non, c'est pas moi, c'en est un autre. Et donc je confie ce souvenir parce que Frédéric Hurlet, que tu connais comme moi, est un ami cher. Et voilà, il avait cru que j'avais écrit un roman il y a 15 ans. Eh bien non, c'est encore quelque chose qui reste à faire. Bien, il y a encore des questions. On peut passer à la signature et aussi de la littérature. La dédicace, c'est tout un art. Et Philippe le pratique très bien, parce qu'il y a des dédicaceurs qui des sentiments dévoués, paf, et c'est pas ça. Quand il fait une dédicace, elle est pensée, ciselée. On a un petit peu de temps devant nous. Voilà. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Philippe Josserand, auteur de l'ouvrage « L'histoire, l'ordre, le chaos, une anthropologie de soi » aux éditions Des Paysages, enregistré le 29 avril 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisé et mise en onde par Radio Radio.